Bonjour à tous, bienvenue à ce forum donc du CTMH où on va plancher aujourd'hui sur la sexualité. En effet, on remarque à nos consultations pour l'hyperplasie bénigne de prostate que de plus en plus de patients sont demandeurs de conserver une sexualité, leurs éjaculations, etc. Ce qui nous a amené à étudier un peu plus profondément ce sujet. En effet, donc sans aucune surprise, je l'apprends à personne, le sexe est prédominant et désormais central dans nos sociétés, quelles que soient les tranches d'âge, les classes sociales, voire même maintenant les plateformes de streaming vidéo s'y mettent également avec des séries dans le top 3 sur Netflix comme Sex Education. Comme on le sait, en parallèle de cette omniprésence du sexe, la société est vieillissante avec dans les données de l'INSEE un âge moyen qui croît progressivement d'année en année. On voit ici que chez les hommes, l'âge moyen en 2012 n'était que de 39 ans versus 40,5 aujourd'hui, avec une moyenne d'âge féminine un peu plus élevée à 40,7 ans en 2012 et 42,6 ans en 2020. Sur la pyramide des âges, cela se voit très bien également avec, vous voyez sur la droite de l'écran, en 1980, en bleu, la proportion d'hommes de plus de 50 ans versus la proportion d'hommes bien supérieure en 2019 sur l'autre côté de l'écran. Un sondage a été fait en 2014, un sondage IFOP pour la revue que vous connaissez tous, Marianne. Ils ont interrogé 7400 personnes représentatives de la population française âgées de 18 à 69 ans sur leur pratique sexuelle en fonction de leurs orientations politiques, en fonction de leur classe sociale, de leur âge, etc. Donc, je me suis attardé sur leur âge. Je vous ai sélectionné quelques questions clés du sondage. Avec, par exemple, ici, on voit au total, au cours de votre vie, avec combien de personnes avez vu des rapports sexuels. La moyenne est de 10,6 partenaires au cours d'une vie. Et on voit que dans la moyenne, chez les patients de plus de 50 ans, il y avait plus de partenaires, évidemment, parce qu'ils ont eu le temps de connaître plus de monde. Idem, lorsqu'on demande aux patients combien ils ont eu de rapports au cours des 4 dernières semaines, on retrouve une moyenne hebdomadaire, toutes strates confondues, de 1,5 rapports sexuels par semaine, ce qui correspond à peu près à la moyenne chez les plus de 50 ans, à 1,6 par semaine de 50 à 64 ans, et 1 par semaine pour les 65 ans et plus. Et lorsqu'on demande aux sondés s'ils sont satisfaits de leur vie sexuelle, on voit que quel que soit l'âge, les proportions sont quasiment les mêmes, avec un total satisfait quand on est moins de 25 ans ou plus de 65 ans, supérieur à 70%. Il y a également une étude, il y a très peu d'études qui ont évalué la prévalence de l'activité sexuelle des patients âgés. Une des plus intéressantes, c'est celle sur une étude de cohorte anglaise qui date de 2012, la cohorte, la publication, qui montre qu'en fonction du groupe d'âge, ici ils ont réparti par tranche de 10 ans, de 50 à 80 ans, on voit que l'activité sexuelle persiste à 94% lorsqu'on a 50 ans, 84% entre 60 et 70, 59% jusqu'à 79 ans, et encore un tiers des plus de 80 ans qui ont une activité sexuelle. Avec, dans cette population des plus de 80 ans, même 20% ont des rapports sexuels fréquents, 32% dans la tranche 70, 44% dans la tranche 60 et plus d'un sur deux dans la tranche des plus de 50 ans. Bon, on identifie que même s'il y a une activité sexuelle qui persiste, c'est évidemment plus la tranche d'âge vieillit, plus les problèmes d'érection se majorent, avec 15% de soucis érectiles entre 50 et 60 ans, 35% jusqu'à 70 ans, 66% jusqu'à 80 ans et plus de 88% des patients de plus de 80 ans. Ce que je veux vous dire à travers le sondage IFOP que vous avez vu et cette étude, c'est que l'activité sexuelle persiste pour une part non négligeable de la population, même lorsqu'ils ont plus de 80 ans. Alors, je vous ai remis la définition de l'OMS que vous connaissez tous sur la santé sexuelle. La santé sexuelle fait partie intégrante donc, de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans leur ensemble. C'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité. Et de là, donc, je me suis demandé en préparant le topo, cette proportion de patients donc, qui ont des soucis de sexualité en lien avec leur âge, est-ce qu'il y a de fortes répercussions sur leur état psychologique et physique et quel peut être le rôle de l'urologue pour les aider. Donc, on va débuter par
le retentissement psychologique avec cette étude parue dans Age and Aging en 2015, où ils ont interrogé 133, ça se passait en Écosse, c'est une étude observationnelle, ils ont interrogé 133 personnes âgées de plus de 65 ans sur les facteurs qui prédisposaient à optimiser leur qualité de vie. L'âge moyen de la population était de 74 ans au final, et on voit que évidemment c'était l'état de santé général qui avait le plus d'amélioration sur la qualité de vie, l'état psychologique, etc., mais que la fréquence des rapports sexuels et leur qualité, leur importance, étaient également non négligeables, avec un retentissement psychologique et également sur l'environnement social. Dans cette autre étude parue en 2019, qui se base sur la même cohorte que celle que je vous ai présentée au début de cette présentation, avec plus de 6000 patients, ils ont évalué quel était le déclin de la sexualité. Ils ont remarqué que dans une population moyenne de 64 ans chez les hommes, la sexualité diminuait d'environ 30% pour la libido, 36% pour la fréquence des rapports sexuels, également 26% décrivaient des problèmes érectiles. Et chez les femmes, il y avait également une baisse de la sexualité de 33% libido et 39% pour la fréquence des rapports sexuels. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont scindé en deux groupes. Le groupe des patients qui avaient un déclin, le groupe des patients qui n'avaient pas de déclin de la sexualité, et ils ont comparé s'il y avait un retentissement psychologique. Et le résultat sont sans appel, avec, dans le groupe avec une baisse de l'activité sexuelle, plus de symptômes dépressifs, et ainsi qu'une diminution de la qualité de vie. Donc il n'y a pas de doute que la dysfonction sexuelle du patient de plus de 50 ans a un retentissement psychologique. La question qui peut se poser ensuite, est-ce qu'il y a un retentissement physique? Donc, toujours dans la même cohorte, ils ont étudié les liens entre les maladies chroniques que vous voyez ici et les activités sexuelles. Et également ici, on voit que les patients qui ont une activité sexuelle régulière, qui pensent régulièrement avec une libido conservée, sont moins exposés au risque d'arthrose cardiovasculaire, de problèmes cardiovasculaires ou de diabète, ainsi que de problèmes de tension artérielle, alors que les patients avec des dysfonctions sont plus sujets à l'hypertension, à l'arthrose, à l'asthme, etc. Alors, on dirait qu'en effet, il est tout de même difficile de faire la part des choses entre est-ce que c'est l'arthrose, l'état général, etc., qui entraîne la dysfonction érectile, ou est-ce que c'est la dysfonction érectile qui entraîne une espèce de sédentarité, qui entraîne ces pathologies. Il est également important de noter le lien non négligeable chez cette population de plus de 50 ans entre les symptômes urinaires et les troubles sexuels. L'étude qui le montre le plus clairement est l'étude de l'European Urology sortie en 2003, MSAM7, qui a clairement démontré sur une population multinationale de 12 000 patients que plus, comme vous voyez en bas ici, plus l'IPSS s'aggrave, plus le risque de dysfonction sexuelle également. Autour de cette étude, je me suis demandé, est-ce que traiter les symptômes urinaires peut améliorer la sexualité? J'ai retrouvé donc cette étude, toujours parue dans cette revue Aging Male, une revue systématique qui évalue est-ce qu'un traitement chirurgical de l'hyperplasie bénigne des prostates peut permettre d'optimiser la sexualité. Car on sait que les médicaments, à chaque fois, ont plutôt tendance à la dégrader, avec plusieurs patients qui décrivent des troubles de l'érection, la quasi-totalité sous alpha bloquant décrivent des troubles de l'éjaculation. Et on retrouve, mais M. Graziana vous en parlera dans les topos suivants plus précisément que moi, on retrouve tout de même 16 études qui disent que le traitement chirurgical de l'hyperplasie bénigne de prostate permet une optimisation de la sexualité. Alors on voit qu'il y a un retentissement psychologique, un lien entre la dysfonction, les baisses d'activité sexuelle et l'état de santé général. Quel va être le rôle de l'urologue dans tout ça? Alors la plupart des patients qui viennent vous voir, on l'a vu dans d'autres études également, j'ai prévu en préparant ce diapo, montrent que les patients n'osent pas parler de leur sexualité quand ce n'est pas le motif premier de consultation. Ils n'osent pas demander, c'est pour ça que, je le rappelle, dans la prise en charge de l'hyperplasie bénigne de prostate, dans les recommandations, l'évaluation de la sexualité fait partie des examens obligatoires. On ne peut pas interroger un patient qui vient nous voir pour un problème de dysurie, ne pas l'interroger sur sa sexualité. Et on ne peut pas se contenter, comme on le fait trop souvent, de l'interroger au moment de donner le rendez-vous pour la prochaine consultation. Cela doit faire partie intégrante de la consultation.
Dans l'étude Enjeu qui avait été menée en 2009, il avait été demandé aux urologues, est-ce que vous évaluez spontanément la sexualité de vos patients, même si ce n'est pas le motif premier de la consultation? La majorité le faisait, souvent parfois, mais seulement une minorité de 16% le faisait systématiquement. Et comme je vous disais juste avant, il y a très peu de patients qui osent franchir la barrière et demander aux urologues, il faut faire part aux urologues de leurs soucis de sexualité. C'est pour ça que c'est le rôle de l'urologue est d'être proactif et d'aller demander au patient comment va sa sexualité et lui expliquer qu'on peut s'en occuper, que ce ne sait pas, il ne faut pas se contenter que ce soit un vieillissement normal et que donc on peut laisser faire en laissant le patient dans une détresse qu'il n'ose peut-être pas évoquer. Et ça se montre très bien dans cette étude sortie cette année dans European Focus, une revue systématique sur la prévalence de la dysfonction érectile. Alors on voit ici sur ces diagrammes que, en effet, plus on avance en âge, plus on a une prévalence élevée de la dysfonction érectile. Et donc par conséquent, vous verrez le symétrique de l'autre côté, plus on a de dysfonction érectile, plus l'activité sexuelle diminue. Mais malgré cela, même si l'activité sexuelle diminue, la libido et l'intérêt pour la cause persistent, avec même lorsqu'on a les patients qui ont plus de 80 ans, plus de 40% s'intéressent encore à la sexualité. C'est pour dire que même si vos patients, vous avez l'impression qu'ils sont âgés, etc., qu'ils ne s'y intéressent pas, il faut tout de même les interroger et s'en occuper. C'est pourquoi, en conclusion, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la sexualité persiste. J'ai plus de 50 ans et même jusqu'à plus, comme on l'a vu au début, à plus de 80 ans, il y a encore environ 20% des patients qui ont des rapports sexuels réguliers. Donc il est important de s'en occuper et également surtout d'aller dépister les autres qui auraient besoin d'aide. Car cette dysfonction sexuelle peut entraîner de nombreux troubles. Elle rentre dans le cadre d'altération de l'état général, comme on l'a vu dans la définition de l'OMS. Elle peut entraîner des troubles psychologiques et de la dépression, l'altération de la qualité de vie, également de l'isolement social. Elle nécessite une évaluation active par l'urologue, car la majorité des patients n'oseront pas vous en parler. C'est-à-dire que même si votre patient vient vous voir pour une simple dysurie, il faut obligatoirement, au cœur de la consultation, évoquer le trouble érectile. Je vous remercie. Bonjour à tous, chers confrères, docteur Armand Chaud. Donc, dans le cadre du forum du comité hétéromixionnel de l'homme pour cette édition 2020, je vais vous présenter la physiologie de l'orgasme et surtout de l'éjaculation. Dans une première diapositive d'introduction, alors, quelle est la définition de l'éjaculation ? L'éjaculation, c'est tout simplement l'expulsion de sperme par le méa urétral. Donc, on va développer un petit peu quelques éléments avant de passer cela en détail durant le reste de la présentation. Il y a deux phases distinctes dans l'éjaculation. Une première phase d'émission, dans laquelle le sperme est en fait émis par différents éléments dans l'urètre prostatique. Et enfin, une deuxième phase pendant laquelle il est expulsé de l'urètre prostatique vers l'extérieur. Le contrôle neurologique, l'éjaculation, c'est un réflexe qui est sous contrôle neurologique. Il s'agit d'un réflexe spinal géré par la moelle spinale, qui est commandé par un centre générateur de l'éjaculation dont on va parler après. Ce centre générateur de l'éjaculation est activé par des signaux afférents qui viennent du nerf pudendal et du cerveau également, avec un contrôle cognitif. Puis, il est ensuite relayé par le système nerveux autonome pelvien. On va passer ça en détail après. Alors, l'éjaculation, c'est un phénomène qui survient généralement dans un climat sexuel et accompagné d'un orgasme. Je mets le mot « généralement » puisqu'en effet, l'éjaculation est un réflexe qui peut survenir en dehors de tout contexte sexuel. Et il s'agit également d'un réflexe qui peut survenir en compagnie d'un orgasme ou non. Alors, petit rappel sur la composition du sperme, ça aura son importance après. Le sperme est composé donc évidemment par les spermatozoïdes qui viennent des canaux déférents pour 0,1% de sa composition globale. Le liquide des vésicules séminales rentre entre 50 et 80% de la composition globale, donc c'est la majeure partie du composant du sperme. Ce liquide séminal contient essentiellement du fructose qui sert à donner de l'énergie aux spermatozoïdes et leur permettre une bonne mobilité une fois à l'intérieur du vagin.
Le liquide prostatique également pour 15 à 30% de la composition globale, qui contient essentiellement la qualitréine ou PSA, qui est une enzyme de liquéfaction du sperme qui permet de liquéfier le sperme une fois que celui-ci est dans la cavité vaginale et de rendre leur mobilité maximale aux spermatozoïdes. Et enfin, pour 5%, le liquide des glandes bulbo-urétrales ou glandes de Cooper. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail du contrôle neurologique de l'éjaculation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 composantes principales avec un système afférent, donc qui amène les informations vers un centre déclencheur de l'éjaculation. Et ensuite, ce centre déclencheur utilise des systèmes efférents pour donner l'ordre dans un premier temps de la phase d'émission et dans un deuxième temps de la phase d'expulsion. Alors, le système afférent, il est essentiellement, c'est le système qui est noté en 2 sur ce schéma, qui est un système situé au niveau du centre spinal sacré, qui reçoit toutes les informations qui viennent du nerf pudendal. C'est des informations essentiellement sensitives, suite à une stimulation sexuelle locale des organes génitaux, du périnée, de la face antérieure des cuisses, du scrotum ou même de l'anus. Donc, toutes ces informations sensitives sont amenées vers le centre spinal sacré et qui va ensuite amener cette information vers le 3, qui est le centre régulateur de l'éjaculation. Ces signaux afférents, ils peuvent également venir, et ils ont leur importance, du cerveau, avec une action inhibitrice ou activatrice de la fonction cognitive, en particulier par la vision, l'odorat, etc., les fantasmes, tout ça, qui ont aussi une action activatrice ou inhibitrice de la survenue d'une éjaculation. Donc, on l'a dit, ce qui est noté en 3 sur le schéma, c'est le centre de commande de l'éjaculation qu'on va développer juste après. Et enfin, troisièmement, les centres efférents qui passent par le centre spinal thoracolombaire, ensuite essentiellement par le plexus hypogastrique inférieur. À ce moment-là, c'est le système sympathique et parasympathique qui sont beaucoup utilisés par l'intermédiaire également des nerfs pelviens qui vascularisent la prostate, le col vésical, les canaux déférents, etc. et qui vont avoir un rôle dans la mise en place de l'émission et de l'expulsion du sperme. Alors, le centre régulateur de l'éjaculation, donc c'est la découverte récente sur l'éjaculation. Ça a été découvert, mis en évidence par l'équipe de Cullen aux États-Unis, dans le Kentucky. C'est un laboratoire de recherche fondamentale. Ils ont fait des expériences sur les rats et ils ont mis en évidence un groupe de neurones spécifiques qu'on appelle les neurones lombospinothalamiques, et qui sont présents au niveau de la moelle spinale sacrée et qui sont véritablement le centre régulateur de l'éjaculation. Plus que le centre régulateur, c'est le centre déclencheur. C'est ces neurones-là qui vont déclencher le réflexe éjaculatoire. Alors, ils ont fait énormément d'expériences sur le rat en particulier, et ils ont mis en évidence que ces cellules sont activées avec l'éjaculation, mais elles ne sont pas activées lors des autres comportements sexuels. Donc, l'activation de ces cellules est vraiment spécifique de l'éjaculation. Deuxième point, ils ont montré que si on détruisait spécifiquement ces cellules dans la moelle, les rats n'étaient plus capables d'éjaculer, alors que les autres comportements sexuels, comme l'érection, étaient maintenus. Troisième point, en cas de transection de la moelle spinale jusqu'au niveau T8, l'éjaculation peut encore survenir, alors qu'en dessous de ce niveau, elle ne peut plus survenir, ce qui montre donc, qui est un argument supplémentaire pour dire que le contrôle éjaculatoire se situe en dessous de ce niveau-là, au niveau neurologique. Bref, ils ont fait Cullen et son équipe une publication dans Science en 2002, dans laquelle ils posent clairement le postulat d'un centre de contrôle du réflexe éjaculatoire au niveau de la moelle spinale avec ces fameuses cellules ces neurones lombospinothalamiques. Donc,
Pour revenir un peu sur le schéma précédent, maintenant qu'on a développé ça, on peut donc ici reprendre un petit peu les éléments qu'on a vus précédemment en disant qu'on a un système afférent qui amène les sensations du périnée des organes génitaux et aussi l'influence cérébrale qui vont donner ce signal, ces signaux neurologiques à ce centre déclencheur de l'éjaculation. Et lorsque ce centre déclencheur de l'éjaculation va s'enclencher, il va utiliser donc, ce qui est noté en 1 sur le schéma, donc le système sympathique, le système nerveux autonome, donc le système nerveux sympathique et parasympathique, pour mettre en place les différents phénomènes nécessaires à la survenue de l'éjaculation. Dernier point, le nerf pudendal a à la fois un rôle afférent pour faire remonter les informations sensitives, mais il a également un rôle somatique très important puisque c'est lui qui va permettre la contraction des muscles qui sont nécessaires à l'expulsion du sperme. On va le voir juste après. Donc, un système afférent, un système de régulation et de déclenchement et un système efférent. Alors, un point qui est important également à comprendre, plusieurs fois, on a dit que l'éjaculation était un réflexe. Comment ça se passe? Lors de la réponse sexuelle masculine, il y a une première phase d'excitation pendant laquelle l'érection va se mettre en place. Au cours du rapport sexuel, l'excitation sexuelle va monter progressivement. Elle peut avoir des redescentes et des remontées, tout ça sous influence cérébrale également, mais elle va monter petit à petit, jusqu'à atteindre un moment où l'homme va sentir que l'éjaculation arrive. C'est ce qu'on appelle l'imminence éjaculatoire. Ça correspond en fait au niveau anatomique au moment où le sperme est émis dans l'urètre prostatique. À ce niveau-là, l'homme peut encore contrôler son éjaculation. Si, après cette phase d'imminence éjaculatoire, l'excitation sexuelle continue à monter, à ce moment-là, on va atteindre un point de non-retour. Point de non-retour, juste après ce point de non-retour, il y a un déclenchement du réflexe éjaculatoire. Donc, en fait, le centre déclencheur de l'éjaculation, avec les neurones lombospinothalamiques, vont s'activer. Et à ce moment-là, le réflexe éjaculatoire est enclenché. Il n'est plus possible de revenir en arrière et de contrôler son éjaculation. Et le sperme va être expulsé de l'urètre prostatique. Tout ça pour dire que donc l'excitation monte petit à petit. Ensuite, on sent l'éjaculation arriver. C'est la phase d'émission avec accumulation de sperme dans l'urètre prostatique. Et enfin, si l'excitation continue, le point de non-retour est franchi, le réflexe éjaculatoire est enclenché, et à ce moment-là, le sperme est expulsé et il n'y a plus de contrôle possible dès que le point de non-retour est passé. Alors, après avoir développé tous ces éléments autour de la physiologie propre de l'éjaculation, après avoir passé en revue les différents composants du sperme, le contrôle neurologique de l'éjaculation, la modulation de la réponse sexuelle masculine avec les différentes phases de l'excitation au cours d'une stimulation sexuelle, on va enfin parler de l'éjaculation et de ces deux phases, la phase d'émission et enfin la phase d'expulsion. Alors, la phase d'émission qui survient lorsque l'excitation est presque à son paroxysme. Je rappelle qu'à ce niveau-là, le contrôle volontaire est encore possible. Ça correspond à quoi au niveau physiologique et anatomique? Tout simplement, ça correspond à la concentration de sperme dans l'urètre prostatique. Alors, le col vésical se ferme, le sphincter strié externe est également clos. Les canaux déférents activent leur péristaltisme au niveau de leurs fibres musculaires lisses pour expulser les spermatozoïdes dans l'urètre prostatique. Les vésicules séminales se contractent également et le liquide séminal est expulsé par l'intermédiaire des canaux éjaculateurs dans l'urètre prostatique. Et enfin, la prostate se contracte également pour distendre un petit peu l'urètre prostatique, faire un petit peu de place. Et il y a également sécrétion du liquide prostatique dans l'urètre prostatique.
Ça, c'est la phase d'émission pendant laquelle, en fait, tous les différents constituants du sperme qu'on a vu au départ vont se mélanger dans l'urètre prostatique qui fait office de réservoir avec le col vésical clos en amont et le sphincter externe clos en aval. À ce moment-là, le contrôle volontaire est encore possible, c'est lorsque l'homme sent l'éjaculation venir. Je le répète encore, si l'excitation continue et que le point de non-retour est dépassé, le réflexe éjaculatoire se déclenche et à ce moment-là, c'est la phase d'expulsion. Qu'est-ce qui se passe durant cette phase d'expulsion? Alors, le col vésical, lui, reste toujours clos. Il y a une contraction rythmique des muscles bulbo-caverneux et ischio-caverneux sous l'influence somatique du nerf pudendal qui se mettent en place. C'est une contraction saccadée. Il y a également une relaxation intermittente saccadée également du sphincter strié. Ces deux mécanismes s'alternant, on aboutit à un phénomène de succion-éjection qui permet l'expulsion du sperme par le méa urétral. C'est-à-dire qu'en fait, le muscle bulbo-spongieux et ischio-caverneux vont se contracter, le sphincter va s'ouvrir, donc le sperme, les muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux vont se contracter. Lorsqu'ils vont se relâcher, le sphincter strié va s'ouvrir et le sperme contenu dans le réservoir de l'urètre prostatique va être aspiré. À ce moment-là, le sphincter se referme, les muscles bulbo-caverneux et ischio-caverneux se contractent et le sperme est expulsé vers l'avant. Puis ce mécanisme continue en saccade à une fréquence d'environ 0,8 Hz et permet l'expulsion du sperme vers l'extérieur. Il y a une étude qui est intéressante aussi, pendant laquelle ils ont mesuré, en fait, au cours de l'éjaculation, les pressions qui pouvaient survenir au niveau de l'urètre prostatique. Ces pressions peuvent atteindre 500 cm d'eau, donc les pressions sont très élevées lors de ce phénomène. Je rappelle que lors du phénomène, qu'une fois que l'expulsion est enclenchée, il n'y a plus de contrôle volontaire possible, puisqu'il s'agit en fait d'un réflexe. Alors, maintenant qu'on a vu en détail l'éjaculation et ses deux phases, on va parler un petit peu de l'orgasme. Il y a moins de données physiologiques sur l'orgasme. Il s'agit en fait d'un processus neurophysiologique complexe qui marque le paroxysme de la réponse sexuelle. Chez l'homme, l'orgasme est intimement lié à l'éjaculation. Néanmoins, il n'est pas forcément associé à l'éjaculation. Il existe en effet des orgasmes anéjaculatoires. Le meilleur exemple étant un orgasme après une chirurgie de prostatectomie radicale, puisqu'il n'y a plus d'éjaculation, puisqu'il n'y a plus de prostate. Donc, c'est un orgasme anéjaculatoire. Un deuxième élément, c'est l'éjaculation anorgasmique, donc l'éjaculation sans orgasme. Par exemple, chez l'adolescent, les éjaculations réflexes nocturnes sont des éjaculations anorgasmiques. L'orgasme est une réponse physiologique complexe associant une éjaculation ou non, des manifestations extragénitales comme une polyplée, une tachycardie, une sensation de chaleur et surtout une sensation de plaisir. Il s'agit d'un phénomène à la fois local au niveau des organes génitaux, mais également général et avec une grande dépendance cognitive. En résumé, et je terminerai là-dessus, je dirais que l'éjaculation, c'est tout simplement l'expulsion de sperme par le méa urétral, que le sperme n'est constitué qu'à 1% de spermatozoïdes, qu'une éjaculation est généralement contemporaine d'un orgasme, mais qu'elle n'est pas synonyme, qu'elle n'est pas tout le temps associée à un orgasme, que l'éjaculation comprend deux phases, une phase d'émission durant laquelle le sperme est accumulé dans l'urètre prostatique. Pendant cette phase, le contrôle volontaire est encore possible. Une deuxième phase d'expulsion, pendant laquelle le sperme est accumulé et est expulsé vers l'extérieur. Et dernier point très important, il s'agit d'un réflexe spinal, d'un réflexe géré au niveau de la moelle, sous influence corticale, mais pas sous contrôle cortical. Merci de votre attention. Bonjour, là on va parler de la sexualité et surtout de l'impact de la chirurgie sur la sexualité.
cette chirurgie de l'adénome de prostate qui est quand même très fréquente en France. Voilà cette lourde tâche. Alors, tout le monde connaît qu'il y a des troubles de l'éjaculation, mais on va voir s'il y a d'autres choses à rechercher, à dépister et quel est l'impact de ces troubles sexuels lors de la chirurgie de l'HBP. Alors, tout d'abord, on a M. Christian, 65 ans, qui consultera son urologue pour une gêne mictionnelle adressée par son médecin avec 3 levées nocturnes, une miction longue, classique, un jet plus faible, de temps en temps des envies pressantes. La prostate est adénomateuse, hypertrophiée, 50 grammes, classique, avec une mauvaise vidange vésicale. Le PSA corrobore au volume prostatique. Globalement, il est gêné, mais ne veut pas d'opération. Son épouse qui l'accompagne spontanément rapporte aussi, tu peux dire au docteur que les érections sont quand même plus difficiles et qu'il y a moins de désir, nous faisons moins l'amour, et cela, ça fait déjà 2 ans que ça dure. Donc, globalement, le patient est gêné, mais on lui parle d'un traitement, mais sa question, c'est est-ce que ces troubles sexuels et ces troubles érectiles peuvent être liés à sa prostate? Est-ce que l'opération ne va pas aggraver, ne va pas retentir sur leur vie sexuelle de couple déjà altérée? Alors, la dysfonction érectile est-elle liée à la prostate? Est-ce qu'il y a une relation entre les symptômes et comment l'expliquer? Alors, les relations, oui, depuis longtemps, on le sait, que dans les facteurs de risque de dysfonction érectile, certes, il y a le diabète, il y a l'hypertension, les facteurs de risque cardiovasculaires, mais également les troubles mictionnels, c'est-à-dire que les gens qui ont des troubles mictionnels gênants, des troubles liés à une HBP, font beaucoup plus de dysfonction érectile que les autres. Une enquête sur un jour en France que Stéphane Droupi avait publiée, c'était dans les cabinets d'urologie, les motifs de consultation. Et on s'apercevait que le motif fréquent de consultation en urologie, c'est pour un problème de prostate, mais également pour les troubles sexuels. Et lorsqu'il y avait un trouble sexuel, dans 80% des cas, sur ces questionnaires, on retrouvait à nouveau un problème prostatique. Et la fameuse étude de 2003 américaine du MSSAM-7 qui a déjà été évoquée par la présentation précédente montre bien que l'incidence de la dysfonction érectile augmente avec l'âge, ça on le sait, mais augmente aussi avec les troubles mictionnels et notamment avec le score IPSS. Plus le trouble est sévère, plus le trouble érectile est fréquent. Or, nous nous intéressons de plus en plus à des hommes plus âgés, avec une gêne mictionnelle plus importante, qui sont les indications de chirurgie. Donc, cette même population aura de façon importante déjà des troubles érectiles. Et concernant l'éjaculation, ceci est vrai aussi, puisque des publications le montrent, déjà en 2003 et à nouveau en 2006 par Rosen, c'est que le volume de l'éjaculat diminue énormément avec les troubles mictionnels, c'est-à-dire avec l'augmentation de l'HBP et également la force de l'éjaculation. Donc, il existe un lien entre les troubles sexuels, la dysfonction érectile et l'HBP, les troubles mictionnels étant un marqueur indépendant de risque de dysfonction érectile. Ça, c'est très bien, c'est un marqueur indépendant, mais comment l'expliquer? Alors, Ludovic Ferretti avait écrit dans Progrès et FMC, après un travail de sa part, les 4 hypothèses, repris également par McVary, sur le fait à la fois la voie du monoxyde d'azote, qui est la voie bien connue dans la dysfonction érectile et de l'action des IP2,5. Donc, cet monoxyde d'azote existe également au niveau des fibres musculaires lisses prostatiques et vésicales. Donc, il y a une altération de cette voie. Il y a aussi la voie de l'enzyme rokinase qui existe au niveau des fibres musculaires lisses, que ce soit du corps caverneux, que ce soit de la prostate ou du col vésical. Et cette enzyme, l'accentuation de cette voie-là, va limiter, diminuer la relaxation des fibres musculaires lisses. Nous avons aussi une hypertonie du système nerveux sympathique
qui, on peut le comprendre, est plutôt vasoconstricteur que vasodilatateur. Et ça, c'est plutôt activé par le syndrome métabolique qu'on verra un peu plus tard. Et l'artériosclérose, tous les facteurs de risque qui provoquent des micro-ischémies dans les organes ou la microvascularisation artérielle peut aussi être facteur inflammatoire, augmenter le volume prostatique et agir sur le corps caverneux et la dysfonction érectile. Et la testostérone, puisque pendant longtemps, on pense cette idée que la testostérone augmente le volume prostatique, comme elle augmente le risque de cancer de prostate, et que quand on castre les gens, ça date depuis Higgins dans les années 40, quand on castrait les gens, il y avait une diminution à la fois du cancer prostatique et cette idée du volume prostatique. Mais finalement, ce qui fait grossir la prostate, c'est avant tout les facteurs de croissance de l'HBP et donc des troubles mictionnels, c'est l'inflammation pelvienne chronique ou l'inflammation prostatique. Or, cette inflammation est favorisée par le syndrome métabolique. Or, dans le syndrome métabolique, il y a une hypotestostéronémie active, non pas totale, mais active, de la testostérone libre ou biodisponible, qui favorise la masse grasse, donc l'activation dans les adipocytes d'une transformation de la testostérone en œstrogène. Et ce rapport œstrogène-testostérone modifié est un facteur de croissance de l'adénome prostatique. Alors, syndrome métabolique et maladie urologique, alors la baisse de testostérone active, libre ou biodisponible, on le sait, c'est source de dysfonction érectile, de baisse de désir, de baisse d'éjaculation, baisse d'orgasme et baisse de la qualité sexuelle. Maintenant, est-ce que la testostérone, l'hypotestostéronémie et le syndrome métabolique sont des facteurs aggravatifs de l'HBP? Peut-être. Il semblerait que oui, puisque la testostérone est sécrétée par les cellules de Leydig. Lorsqu'il y a une baisse en testostérone, il y a une augmentation des adipocytes, une accentuation de l'aromatase, une transformation en œstradiol. Donc, cette hyperœstrogénie secondaire va agir sur la glande hypophyse, va être source d'une baisse des hormones hypophysaires de l'ALH et par rétrocontrôle diminuera à nouveau la sécrétion de testostérone. Et on en arrive à cette situation, c'est-à-dire que syndrome métabolique est aussi très souvent synonyme d'une baisse en testostérone active, donc risque d'insulinorésistance, augmentation de la masse grasse, donc augmentation de l'œstradiol, augmentation des facteurs de croissance inflammatoire, et ceci provoque la croissance de la glande prostatique, donc de l'HBP et des troubles mictionnels. Donc globalement, peut-être faut-il, chez quelqu'un qui a des signes mictionnels gênants, un IPSS élevé, voire un syndrome métabolique, faire une recherche de la baisse en testostérone et savoir qu'apporter de la testostérone, contrairement à ce qu'on pensait, de nombreuses études montrent qu'on ne modifie pas le volume prostatique, sauf sur les syndromes déficitaires sévères, où on peut augmenter un peu le volume, mais souvent ce sont des gens à petit volume prostatique, et qu'en aucun cas, bien au contraire, apporter de la testostérone chez quelqu'un qui a un syndrome déficitaire et qui a des troubles mictionnels sévères, on verrait même une amélioration de sa symptomatologie mictionnelle. En plus, la testostérone améliorerait les troubles sexuels, l'éjaculat, le plaisir, l'orgasme et le désir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait maintenant sur des grandes cohortes qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer de prostate lorsqu'on met quelqu'un qui a un adénome prostatique ou qui a une gène mictionnelle sous testostérone. Alors, le patient revient nous voir, très bien, après toutes ces explications, vous me dites que le traitement médicamenteux, puisque je suis gêné, peut m'aider et me soulager pour pisser, mais qu'en est-il de la chirurgie, notamment sur ma vie sexuelle? Est-ce que si jamais un jour je dois m'opérer, me faire opérer, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour ma vie sexuelle, ma vie de couple? Alors, il est clair que les gens en ont peur, on va voir quelques études qui montrent ça,
qui focalisent parfois sur leur vie sexuelle, ce qui va empêcher ou les faire retarder dans leur choix de chirurgie d'un adénome de prostate. Alors, pourquoi il faut s'en occuper de la sexualité des patients consultants pour des troubles mictionnels, mais surtout devant se faire opérer? C'est parce que le risque du préjudice sexuel existe, que nous avons une obligation d'information et que les gens et la population va vieillir de façon importante dans le futur et qu'ils veulent garder une certaine forme et un sexe à pile. Et dépister les troubles sexuels, c'est peut-être au moment de la discussion d'une chirurgie ou de la discussion en consultation des troubles mictionnels, la première fois qu'on va aborder ces troubles-là ou les troubles sexuels au sein du couple. Donc, est-ce qu'il y a un risque de préjudice? Oui, celui-ci a été écrit dans la littérature par Salonia. Le patient a un droit d'être informé de façon réaliste sur les conséquences prévisibles des traitements sur sa sexualité. Mais il existe aussi juridiquement un préjudice, à la fois morphologique en cas d'atteinte de l'organe sexuel, comme la prostate, mais également des préjudices par perte du plaisir, perte du désir, perte de la capacité physique à réaliser un acte ou une difficulté à procréer. Or, un trouble de l'éjaculation, c'est une difficulté à procréer. Donc, devant ces risques-là, bien connus, nous avons ce devoir d'information. Et il existe des fiches d'information affût que l'on remet. Alors, l'ancienne, qui était par la vaporisation laser, disait que généralement, il n'y avait pas de trouble de l'érection après chirurgie, que l'éjaculation était modifiée, qu'en cas de désir de paternité, il fallait informer l'urologue. Bref, les nouvelles fiches nous disent que dans la majorité des cas, il n'y a pas de dégradation de l'érection, mais la disparition de l'éjaculation est quasi systématique. Mais que cela ne modifie en rien le désir, la libido ou l'orgasme, que ce soit pour le patient ou pour la partenaire. Sur la nouvelle fiche, rien concernant la fertilité en cas de résection prostatique, laser ou classique. Concernant les traitements, il existe une fiche sur la radiofréquence, aucune ligne sur la sexualité. Alors oui, les gens veulent garder une certaine activité sexuelle qui permet de conserver leur qualité de vie. Alors, c'est important chez 60% des gens qui vont consulter pour des troubles mictionnels. On le sait aussi que la dysfonction sexuelle augmente avec l'intensité des troubles mictionnels, que ce soit les troubles de l'érection, les troubles d'éjaculation, mais surtout les douleurs à l'éjaculation qui existent avant toute chirurgie, dans près de 15% des cas. Et que plus vous êtes jeune, plus la dysfonction érectile va être gênante, et que globalement, la diminution de l'éjaculation paraît moins gênante par rapport à la difficulté érectile dans leur crainte. Mais il faut en tenir compte. Ensuite, les gens, il y avait une étude qui voulait évaluer en termes de chirurgie de l'HBP, quelle était leur crainte. Alors, plus ils sont jeunes, plus la crainte est quand même liée à la dysfonction érectile. Plus vous vieillissez, plus la crainte est liée à l'incontinence. Mais quel que soit l'âge, il faut prendre en compte à la fois le risque de dysfonction érectile, d'incontinence et de douleur à la miction, donc une bonne information. Et les partenaires dans tout ça, oui, les partenaires de patients qui ont une HBP gênante sont aussi gênés dans les 2/3 des cas par les réveils nocturnes, par les troubles sociaux ou familiaux du patient devant souvent aller uriner, mais également s'inquiètent, comme les patients, dans 2/3 des cas, d'une détérioration de leur vie sexuelle liée aux troubles mictionnels. Alors, dans les recommandations du CTMH en 2012, outre le bilan habituel, il faut savoir que l'évaluation de la sexualité est inscrite de façon recommandée depuis déjà 8 ans, alors que le dosage du PSA ou le volume prostatique par échographie n'est que optionnel. Alors, comment évaluer la sexualité? On évalue avant tout la fonction érectile, avec dans les études essentiellement des questionnaires sous forme type IEF5, rarement le 15, mais il faut aussi savoir simplement quelle est la rigidité. Est-elle l'échelle EHS? C'est 1, c'est quasi nul, et 4, c'est comme avant.
Il faut évaluer le désir, la libido, et ça, il faut penser au dosage de la testostérone biodisponible chez les gens qui ont un désir bas et des troubles mictionnels. Il faut évaluer l'éjaculation. Alors, dans les études, seul un questionnaire, le MSHK, est utilisé, 8 questions, mais ce n'est pas de l'utilisation courante, on pourrait. Et évaluer et rechercher surtout si l'éjaculation est douloureuse, ce qui est fréquent dans 15% des cas. Et il faut aussi demander et questionner les gens sur l'orgasme, le ressenti, que ce soit au sein du couple, pour la partenaire et pour le patient. On pourrait, et là, ça peut être un travail futur, peut-être proposer un questionnaire d'évaluation globale qui pourrait être utilisé et validé en France pour que celui-ci soit utilisé. Ce serait l'IPSS sexuel, qui est à 8 questions, qui aborde à la fois le désir, le degré de stimulation, l'érection, la rigidité, l'excitation avec l'éjaculation rapide ou retardée. Et à chaque question, c'est de savoir si le trouble existe, mais si au bout du compte, il est gênant ou pas gênant pour les patients. Enfin, est-ce qu'une baisse ou une anéjaculation est un problème majeur? Alors oui, il y a quand même un impact sur la satisfaction sexuelle. Globalement, les partenaires sont plutôt aidantes dans le ressenti orgasmique, même si l'éjaculation n'est pas là. Et c'est simplement une petite minorité plutôt de femmes et de patients qui donnent la priorité à l'éjaculation réelle. Par contre, l'absence d'éjaculation serait beaucoup plus gênante dans les couples homosexuels. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que l'éjaculation, l'orgasme, la satisfaction sexuelle, même si tout ça est étroitement lié, est à la phase de plaisir, mais physiologiquement, c'est distinct. Et une enquête, on n'a rien sur les femmes et la chirurgie HBP, mais on avait une enquête récente, il y a 2 ans, de femmes plutôt jeunes, 27 ans en moyenne, qui pour elles, l'éjaculation est utile pour les relations sexuelles, très majoritairement, plus de 90%, qu'avoir une éjaculation intravaginale, c'est important pour la moitié des femmes, mais pratiquement 20%, ce n'est sans importance, mais que globalement, plus de la moitié disent que la quantité du volume éjaculat n'est pas très importante. C'est-à-dire que l'éjaculation, globalement, est importante aussi pour la partenaire, mais pas de façon aussi importante. L'orgasme. Alors, l'orgasme sans éjaculation est-elle possible? Alors, nous n'avons rien sur l'HBP, mais nous avons le modèle de la prostatectomie totale, et effectivement, on peut avoir un orgasme sans éjaculation. Donc, ceci, il faut le savoir, il faut le dire, c'est possible. La sexotoxicité de la chirurgie. Globalement, l'EAU nous rapporte des chiffres entre 50 et 75%, et aussi des troubles éjaculatoires rétrogrades. On peut avoir des douleurs, on peut avoir du sang dans le sperme. Et les troubles érectiles. Le souci, c'est comment cela fonctionne, ces troubles érectiles. Alors, que ce soit le laser, que ce soit les résections, on parle de 2 choses, de dommages autour du tissu périprostatique, ou alors les troubles éjaculatoires sont expliqués, on le verra un peu plus tard, que peut-être ce n'est pas lié à la résection du col prostatique. Il y a eu des études qui montrent qu'effectivement, on peut avoir jusqu'à 12% de dysfonction érectile après résection, mais que ceci peut être lié essentiellement chez les patients diabétiques ou en cas de perforation. Mais ces troubles érectiles sont surtout présents chez les gens qui ont une fonction érectile normale avant résection. Il y a aussi, par contre, des études qui vont montrer une amélioration des troubles érectiles par rapport à une absence de chirurgie et une amélioration des douleurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres études, des méta-analyses vont montrer que globalement, on peut avoir une détérioration, une amélioration chez certains. La seule chose qui est claire, c'est qu'on va avoir un trouble éjaculatoire important. Il y a eu plusieurs études, celle de Franck Brière, et d'autres qui montraient que peut-être la vaporisation laser était source de plus de dysfonction érectile secondaire dans l'année ou les 2 années qui suivaient, par peut-être cette hyperchaleur périprostatique. Mais l'étude de Bertrand Lukacs en 2003 montre que globalement, quand on améliore la gêne mictionnelle, donc la qualité de vie, il y a une amélioration globale sexuelle et également de la qualité des érections.
Alors est arrivé des techniques de préservation de l'éjaculation avec une résection qui était au-dessus du verruc montanum et qui préservait tout l'environnement autour du verruc montanum. Alors l'éjaculation antégrade était préservée dans ces cas-là dans plus de 80 ou 90%. Et là, c'est tout un autre concept. Ce n'est plus le col vésical qui est responsable de l'éjaculation antégrade, mais plutôt la mobilisation ou les mouvements du verruc montanum. Tout récemment, il y a un an, il y a eu une méta-analyse qui montre que même quand on a des troubles urinaires, il y a des études qui montrent que finalement, les gens qui avaient des troubles érectiles se trouvent améliorés secondairement. Et ceci est en lien, plus l'IPSS est élevé, plus le trouble érectile est présent avant la chirurgie, meilleures sont les chances de récupérer une qualité sexuelle ou une érection meilleure. Ceci a été montré également par le groupe du CTMH sur le plan éjaculatoire, avec les techniques mini-invasives, que ce soit l'urolift, le rézoom, la coablation ou les techniques de préservation du verruc, on a une préservation de l'éjaculation. Donc, ceci nécessite une information. On rappelle que l'éjaculation rétrograde, ce n'est pas comme l'absence d'éjaculation. L'orgasme est possible, mais tout ça nécessite une discussion, une information auprès du patient. Que les techniques mini-invasives sont également favorables pour conserver l'érection. Alors, globalement, en conclusion, que dire? La chirurgie classique, oui, elle est pourvoyeure d'éjaculation rétrograde dans plus de 2/3 ou 3/4 des cas. Qu'il peut y avoir une altération de l'érection dans certaines études de 10 à 15%, mais autant de récupération. Globalement, que ce soit le laser, l'OLEP, la vaporisation ou la résection, c'est à peu près les mêmes risques. Qu'il faut surtout ne pas oublier de rechercher les facteurs de risque aggravants comme le diabète, des perforations capsulaires lors de la résection ou un syndrome déficitaire en testostérone. Que globalement, la chirurgie de l'HBP améliore la gêne mictionnelle, donc la qualité de vie. Du coup, on a globalement une amélioration de la sexualité. Que l'éjaculation rétrograde n'empêche pas l'orgasme et que c'est très différent d'une anéjaculation. Mais il faut être quand même prudent. Si on a des patients qui sont sans troubles sexuels, à qui nous allons proposer une chirurgie prostatique, c'est peut-être cette population-là, et probablement celle-là, qui va présenter ou peut présenter des troubles érectiles secondaires. Par contre, aucune étude sur la fertilité, mais il faut y penser d'une préservation, c'est des gens jeunes ou des gens avec des femmes jeunes. Donc, pour finir, les symptômes de l'HBP altèrent la qualité de vie dans ses dimensions sociales, familiales et sexuelles. Et que les gens vieillissants, conserver une activité sexuelle, c'est une partie intégrante de leur qualité de vie. Il faudra qu'on trouve un questionnaire de dépistage simple à valider en France. L'IPSS sexuel, ce serait bien, comme je l'ai montré tout à l'heure. Qu'il faut penser à faire un bilan hormonal chez des gens qui ont des troubles à la fois mictionnels et sexuels, et que nous attendons beaucoup des nouvelles techniques mini-invasives pour apprécier la préservation de la qualité sexuelle par rapport à l'efficacité. Voilà, je vous remercie.